Et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Eddy, bonjour JB. Bonjour Bonjour. Émilie. On est très content de vous retrouver à nouveau pour ce nouveau rendez-vous QA de la Woodinit Academy, avec un numéro à nouveau un peu spécial avec notre invité Jean-Baptiste, qui nous avait déjà rejoint pour une première session et qui vient aujourd'hui nous parler d'un sujet qui, je pense, vous intéresse tous énormément, à savoir comprendre, décrypter ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera aussi les prochaines semaines autour de notre CMS préféré et de son créateur. Eddy, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le programme qui nous attend? Oui, oui, tout à fait. Alors, je vous rappelle que c'est un live, que vous pouvez poser des questions sur le live LinkedIn. Je regarde le chat pendant tout le live et je note vos questions et je les poserai au moment opportun. Mais pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qui va être dit aujourd'hui, on va essayer. En tout cas, JB va essayer en 30 minutes. On va faire un point sur la situation, évidemment, voir ce que se passe, les conséquences sur l'écosystème, les impacts concrets chez nous, agence WordPress, qui travaillons exclusivement pour WordPress et avec WordPress, les impacts concrets chez nos clients, hein, je dis pas de bêtises, JB, Ouais, et puis à la fin un petit rappel sur la contribution, j'en dis pas plus. Voilà. En gros, voilà. Donc, n'hésitez pas. Posez vos questions sur le chat. Moi, je regarde et je pose les questions à JB au bon moment. c'est ça. Donc, du coup, de quoi on parle On parle ce qu'on appelle le WP Drama. C'est un hashtag bien connu de la communauté. Et donc, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de WordPress, comme dans l'histoire d'à peu près tous les outils open source, d'ailleurs. Là, ici, ce qui nous intéresse, c'est le drama, donc l'affaire, entre guillemets, entre Automatic / Matt Mullenweg, donc le cofondateur de WordPress, et WP Engine, qui est un hébergeur américain, une grosse entreprise. Donc, pour commencer justement ce live, je voulais commencer par une petite chronologie des événements. Je vais aller assez vite. Pourquoi? Parce que c'est des choses que vous pouvez trouver. D'ailleurs, on vous affichera un petit lien assez utile pour retrouver cette chronologie. C'est des choses que vous pouvez lire par ailleurs, et je pense qu'on en aurait pour 1 heure si on voulait rentrer dans le détail. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà de quoi on parle? On parle en fait entre WP Engine et Automatic d'une sorte de bataille de gros sous, de gens qui ont beaucoup d'argent, de sociétés qui ont beaucoup d'argent, qui est liée notamment au sponsoring du projet WordPress et donc de l'investissement que les gros acteurs, comme les hébergeurs, font dans l'écosystème et notamment vis-à-vis de la fondation WordPress.org, la fondation WordPress tout court. Cette bataille en fait de gros sous qui était globalement plutôt privée au départ s'est terminée par une mise au banc de VP Engine lors de la keynote, donc lors de la conférence de clôture du WordCamp US 2024 qui a eu lieu du coup l'année dernière. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Matt a souhaité amener cette bataille sur la place publique dans l'objectif de faire tourner un petit peu, de tourner l'écosystème contre VP Engine. En tout cas, c'était son objectif, en expliquant qu'il s'agit en fait que VP Engine, du coup, cet hébergeur est un parasite de l'écosystème, puisque du coup, il profite finalement énormément de cet écosystème. Il faut savoir que VP Engine, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires, donc 5 milliards de dollars annuels de chiffre d'affaires. C'est vraiment une très grosse entreprise pour le coup. Que en retour finalement de tout ça, parce que c'est de l'argent qui vient finalement de l'écosystème WordPress, et ça pour le coup c'est un fait. En retour de ça finalement, Matt en fait a essayé d'expliquer pendant le WordCamp US que VP Engine profite de tout ça, mais ne contribue pas en retour au CMS, que ce soit via de la contribution, comme par exemple avoir des salariés qui contribuent au cœur du CMS ou à des extensions, etc., ou ou tout simplement envoyer de l'argent via du sponsoring. Voilà. Ça s'est complètement retourné contre Matt, cette prise à partie finalement de VP Engine pendant le WordCamp US. C'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié, même historiquement, par la communauté WordPress, finalement, qu'on pointe du doigt quelqu'un et surtout quand ça sort un peu de nulle part, parce que l'affaire était privée au départ. Donc ça s'est complètement retourné contre lui. Et l'écosystème n'a pas du tout apprécié cette démarche, en fait, et d'ailleurs n'a pas compris, ce qui est plutôt logique, en fait, finalement, quand on y pense.
Il s'en est suivi du coup, alors c'est vrai que forcément derrière, ça a fait beaucoup discuter. La mesure suivante de Matt, ça a été en fait de mettre en place pas mal de mesures de coercition assez dures, comme le bannissement de VP Engine et des comptes associés, donc des comptes des salariés de VP Engine, des IP de VP Engine, etc., pour plus lui permettre finalement d'accéder aux ressources de WordPress.org. C'est quelque chose d'assez dur et qui est assez peu courant finalement. Il y a eu le fork de l'extension ACF, Advanced Custom Field, qui appartient à VP Engine. VP Engine ne l'a pas créé, mais l'a racheté en fait à une entreprise qui elle-même l'avait racheté auparavant. Donc voilà, ils sont les gestionnaires de cette extension. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un fork. Et ce fork s'appelait Secure Custom Fields. Donc là, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux développeurs de la communauté parce que tout le monde apprécie ACF. Cette extension, du coup, est très, très appréciée et très utilisée. On l'utilise de notre côté, évidemment, comme tout le monde. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été apprécié dans la communauté, ça c'est clair. Dans les autres mesures de coercitive, il y a eu la mise en place de la fameuse case à cocher. Je ne suis pas affilié à VP Engine, que tout le monde a vu. Si vous vous connectiez en fait à votre compte WordPress.org, vous deviez cocher cette case, elle était obligatoire. Pareil, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été apprécié dans la communauté, évidemment. Et puis, tout ça pour aboutir finalement à une décision de justice préliminaire. Donc, aux États-Unis, ça fonctionne un peu différemment que chez nous, la justice. Mais voilà, il y a eu une décision de justice préliminaire préalable finalement à un éventuel procès futur qui était de dire, OK, WordPress.org doit redonner finalement accès à toutes ces ressources à VP Engine le temps en fait que l'affaire soit instruite. Donc, suite à une plainte déposée par VP Engine. Donc la restitution, enfin le repo ACF a été restitué à VP Engine, les comptes réouverts sur WordPress.org, etc., etc. En parallèle de ce drama, de cette affaire finalement, qui est une affaire relativement privée globalement à la base entre des acteurs économiques, et puis une affaire de gros sous, de pognon, tout simplement. En parallèle de tout ça, il y a pas mal de personnes, et un peu comme à chaque drama, je vais en reparler après, mais il y a pas mal de personnes de la communauté qui sont élevées contre le principe de ce qu'on appelle le BDFL, donc c'est le Benevolent Dictator for Life, c'est-à-dire que dans les projets open source, c'est quelque chose de très très courant. Dans les projets open source, souvent du coup le créateur ou la créatrice du projet du coup est un peu institué comme une autorité à vie sur le projet. Et donc il y a pas mal de gens qui se sont élevés un petit peu contre ça dans la communauté. Et c'est pas la première fois, mais voilà, en disant il faudrait peut-être qu'à un moment donné, Matt aille faire autre chose et puis qu'il aille s'occuper de son entreprise automatique et qu'il laisse peut-être WordPress.org être géré par la communauté directement. Ça a été notamment le cas en fait de deux personnes, alors surtout d'une personne en fait très connue de la communauté, Joost de Valk, qui alors ça se prononce pas Joost justement, ça se prononce Yost de Valk, qui est du coup le créateur historique de l'extension Yoast SEO que tout le monde connaît a priori. Et puis d'une autre personne un peu moins connue, Karim Marouchi, qui est le CEO de l'agence CrowdFavorite. CrowdFavorite, sachez qu'on le connaît très peu en France, cette agence, mais c'est une énorme agence américaine, pour le coup, qui travaille sur des projets vraiment mouse costaud, donc c'est vraiment une très très grosse boîte. Donc ces deux personnes, Yoast et Karim, du coup, ont proposé en fait de forquer carrément l'écosystème WordPress et notamment le répertoire d'extensions pour mettre en place un nouveau repo qui serait partagé et détenu par tous les grands acteurs de l'écosystème, sans forcément définir ce que ça veut dire, mais voilà. Matt a opposé une fin de non-recevoir à ça, a dit non, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, ça s'appellera pas WordPress, ça sera pas WordPress, ça sera autre chose. Voilà. Et suite à ça, du coup, a estimé que Yoast, du coup, lui avait planté un couteau dans le dos, quelque part. D'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit, tout simplement. Et la conférence de Yoast a été annulée, du coup, au WordCamp Asia, a été annulée. Donc, en gros, Yoast a été considéré comme persona non grata sur cet événement. Ça, c'était pour faire une rapide chronologie. Actuellement, il faut savoir que le conflit en fait entre Automattic et VP Engine est entre les mains de la justice américaine. Normalement, ça devrait déboucher sur un procès. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart en fait des conflits juridiques débouchent plutôt sur un arrangement à l'amiable avec quelques dollars qui passent de main en main. Mais il est possible, il n'est pas exclu qu'il y ait un procès. Dans tous les cas, s'il y a un procès, il faut savoir que le tribunal américain devrait statuer sur la responsabilité
de chacun, donc de VP Engine et d'Automatic, pas avant la fin de l'année, voire plutôt en fait 2026, hein, au mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'était pour la timeline. Actuellement, du coup, je voulais faire un petit laïus, du coup, enfin parler un petit peu de la situation actuelle dans l'écosystème, c'est-à-dire quels sont les impacts en fait dans l'écosystème WordPress de tout ça. D'abord, en fait, à l'automne et à l'hiver dernier, il y a pas mal de personnes, enfin il y a plusieurs personnes plutôt, qui étaient plus ou moins actives d'ailleurs au niveau de l'activité de contribution à WordPress et notamment au cœur du CMS, qui ont choisi de se mettre en retrait de WordPress.org. C'est par exemple le cas pour les cités de Tonya Mork, de Colin Stewart, qui sont encore committeurs et qui ont décidé de se mettre en retrait le temps que l'affaire du coup avance et ont choisi finalement de ne plus s'impliquer dans le cœur du CMS pendant ce temps-là. C'est aussi le cas de Andy Fragan, qui n'est pas encore committeur, mais qui est un très très gros contributeur. C'est notamment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les mises à jour des extensions, enfin la gestion des mises à jour des extensions et des thèmes sur WordPress, etc. Qui lui aussi du coup a décidé en fait de se mettre en retrait tant que finalement cette affaire serait pas terminée. Il y a en parallèle d'autres personnes, contributeurs pareil, plus ou moins actifs, qui se sont vus bannir du Slack Make WordPress, notamment on a des cas d'ailleurs dans la communauté française. Hein. Et puis dans des cas extrêmes, certaines personnes se sont fait carrément bannir leur compte WordPress.org. C'était à chaque fois pour des réactions à certains commentaires ou annonces de maths. Alors parfois, les bans du coup étaient plutôt à juste titre parce que les réactions étaient pas forcément adaptées pour le coup et pas forcément dans un langage non plus adapté à un commentaire. Parfois, c'était pour des broutilles, typiquement une réaction via un emoji ou ce genre de choses. Bref, du coup, il y a, on va dire, des choses plus ou moins légitimes dans tout ça. Et je pense que c'est vrai que c'est nous à ce moment-là qu'on s'est aussi posé des questions quand on a vu de l'extérieur voir un peu ça se passer. On s'est dit quel va être l'impact pour la contribution. On voyait effectivement des gens se faire sortir du Slack sans avoir forcément tout l'historique, tout le contexte. Donc parfois les gens prenaient un parti, trouvaient ça juste, pas juste, etc. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que la communauté, en tout cas française, a commencé vraiment à se dire ça dégénère. Quel va être l'impact pour la 6.8 qui arrive et quel va être l'impact sur la contribution générale du CMS, ouais. Tout à fait. Et justement, du coup, en termes d'impact, ça me permet d'enchaîner avec quelque chose qui, pour le coup, n'était jamais arrivé jusqu'à présent. C'est que suite, en fait, la décision de justice dont j'ai parlé tout à l'heure, alors préliminaire, hein, mais qui a été de rendre les accès à VP Engine, finalement, de rendre ACF, etc. Matt, en fait, en contrepartie, donc il a bien dû s'exécuter, hein, c'était obligatoire, il n'avait pas le choix. Par contre, en contrepartie, il s'est lancé dans quelque chose d'un peu différent, c'est qu'il a décidé, du coup, à partir de janvier 2025, de stopper l'activité de tous ses salariés, donc tous les salariés d'Automatic, de son entreprise, qui sont sponsorisés, en fait, hein, pour contribuer, etc. Et décidé de dire, OK, stop, on arrête la contribution pendant une durée indéterminée, donc sans donner de date de retour. A priori, ça devrait revenir bientôt d'ailleurs, mais ça, pour l'instant, on n'a pas tout à fait l'info là-dessus. Et du coup, de remobiliser finalement les salariés qui avant contribuaient parfois à plein temps à WordPress, du coup, de les mobiliser plutôt sur les produits et les services d'Automatic. Et l'objectif de Matt, en fait, dans tout ça, c'était surtout de montrer l'importance de l'activité de contribution d'Automatic dans l'écosystème et de montrer par contraste, en fait, finalement, le peu que représente la contribution de VP Engine dans cet écosystème. C'est-à-dire que, en fait, finalement, si vous devez vous débrouiller sans nous, ça va être plus compliqué. Par contre, VP Engine, eux, derrière, ne contribuent pas. Aujourd'hui, en fait, Automatic n'a pas cessé toute contribution pour de vrai. Il gère en fait juste les activités de contribution minimales et surtout critiques, notamment en fait l'entretien de l'infrastructure WordPress.org. Donc il y a une infrastructure. Il faut savoir que WordPress.org c'est le plus gros multisite WordPress du monde. C'est une infrastructure qui est immense, hein, qui est énorme, qui gère, par exemple, quand il y a une mise à jour de WordPress qui sort, c'est des millions de téléchargements, des dizaines de milliers de téléchargements à la seconde. Et des millions de téléchargements toutes les 10 minutes. C'est quelque chose qui se gère pas comme ça non plus. Donc cette partie-là, du coup, elle continue à être gérée par des salariés d'Automatic et puis d'autres personnes aussi, mais c'est vrai que c'était nécessaire d'avoir ce type de profil. Et puis Automatic continue à contribuer sur la partie sécurité du CMS parce que là aussi, on est sur des tâches critiques sur lesquelles on peut pas arrêter finalement la contribution.
Je voulais en venir du coup maintenant à WordPress 6.8. Émilie en a parlé. Effectivement, WordPress 6.8, c'est la prochaine version majeure qui sort. Cette version, elle était prévue, planifiée depuis des mois en fait. Donc c'est quelque chose qui allait se lancer de toute façon en janvier 2025 pour une sortie en avril 2025. Donc il a jamais été question finalement côté WordPress en fait, du côté de l'écosystème WordPress, de repousser par exemple cette version. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et donc, du coup, WordPress 6.8 s'est mis à fonctionner sans automatique, sans les personnes automatiques qui étaient salariées à plein temps pour pouvoir contribuer au CMS. Et du coup, on a monté en fait une équipe de direction un petit peu resserrée, restreinte à des profils qui ont beaucoup d'expérience sur la direction de version majeure. Donc, pour citer quelques personnes, on a Jeff Paul ou Joe McGill qui viennent de 10up, par exemple, qui sont des gros contributeurs et des gens très, très expérimentés. Jonathan Desrosiers, qui travaille chez Bluehost, et donc qui est contributeur plein temps chez Bluehost. Pareil, une personne très, très expérimentée. Georges Madashvili, qui est géorgien d'ailleurs, qui travaille chez GoDaddy. Moi, de mon côté, voilà, j'ai déjà dirigé aussi plusieurs versions de WordPress, donc c'est quelque chose que je connais bien aussi. On a Tammy Lister, qui est une freelance londonienne, qui, pareil, a beaucoup d'expérience, ou Félix Arndt, qui travaille chez Google, qui s'occupe de la partie performance et qui a contribué à plein de versions majeures. Donc, avec cette équipe resserrée, alors je vais pas citer tout le monde, mais en tout cas les personnes, on va dire, qui sont vraiment le cœur de cette direction de version majeure. Avec ces personnes, du coup, on a décidé en fait de limiter les fonctionnalités majeures qui sortiront avec WordPress 6.8 pour plutôt les repousser sur WordPress 6.9 ou WordPress 7.0 à la fin de l'année. L'idée c'était de garder en fait un périmètre, un scope un petit peu réaliste, sachant que on aurait beaucoup moins de contributeurs et contributrices, puisque automatique, c'est des centaines de personnes qui contribuent à plein temps en fait, ou à mi-temps, mais en tout cas qui ont un volume de contribution très important. Sur WordPress 6.8, on a quand même aujourd'hui la version bêta va sortir mardi prochain, et on a quand même clôturé un peu plus de 300 tickets côté core. Alors normalement on est plus aux alentours de 500, 550. 300 c'est déjà pas mal, sachant qu'on est en mode restreint en fait finalement en termes de volume de personnes. Sachant que sur ces 300 tickets, il y a la moitié d'évolution et de nouvelles fonctionnalités, l'autre moitié étant les corrections de bugs. Donc voilà, on n'est quand même pas sur une version mineure, on est sur une vraie version majeure. C'est juste que son périmètre a été un petit peu restreint aux choses qui sont vraiment doivent sortir au plus vite, quoi. Côté Gutenberg, du coup, il y a eu une petite pause sur l'introduction plutôt acharnée ces derniers temps de nouvelles fonctionnalités pour faire un petit peu de maintenance, remettre des trucs un peu au propre. Même si pareil, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont certaines super cool d'ailleurs, qui sortent dans 6.8. Mais alors Gutenberg du coup a été la partie qui a été la plus affectée par l'absence d'automatique, puisque pour le coup il y a quelques salariés d'automatique qui sont vraiment moteurs chez Gutenberg, notamment je pense à notre ami Riyad qui est franco-algérien, qui du coup pour le coup c'est un très très gros contributeur à Gutenberg, et là pour le coup il a été prié d'aller travailler un petit peu sur les services et les produits d'automatique pendant quelques mois. Pour une petite information, en fait, pour que vous sachiez ce que ça représente, cette absence d'automatique sur la partie contribution, sur l'année 2024, automatique, c'est 30% des contributions au cœur du CMS. Donc, c'est-à-dire une entreprise représente un tiers en fait des contributions sur l'année. C'est quand même relativement énorme. C'est pour ça qu'on fonctionne dans un modèle un petit peu plus restreint sur 6.8. Ça nous empêche pas de travailler, mais c'est vrai que du coup, en termes de volume et de capacité de travail, c'est un peu moins important que d'habitude. C'est un peu moins important, mais on a quand même réussi à maintenir cette 6.8, elle n'a pas été décalée, donc ce qui montre quand même la résilience de cette communauté, quoi. C'est exactement ça. Pour moi, d'ailleurs c'est un peu ce que j'avais noté. C'est WordPress 6.8, c'est un peu la version majeure de résiliente de l'écosystème. Ça permet aussi de prouver que et c'est très bien en fait finalement. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Ça permet de prouver que WordPress peut continuer à fonctionner, même si automatique se cassait la gueule, faisait faillite, etc. Alors on aurait des problèmes d'infrastructure etc. qu'il faudrait remplacer, mais on pourrait continuer à sortir des versions de WordPress en fait. Et finalement, c'est assez intéressant en termes de bus factor, donc de gestion des risques, en fait, finalement, de savoir que la communauté peut s'organiser d'elle-même. Voilà. Bref, le projet WordPress est plus fort finalement que ce type d'affaires. Je pense que c'est important de parler de la résilience de la communauté, ou plutôt même des communautés,
parce que on a plusieurs communautés. Il y a la communauté en fait de développement du CMS, donc l'équipe de développement, qui effectivement a prouvé sa résilience avec 6.8. Les équipes de contribution de l'écosystème qui continuent à organiser des WordCamps, qui continuent à gérer finalement la partie sponsoring des WordCamps, etc. Tout ça, c'est des personnes qui sont bénévoles ou parfois payées pour faire ce job. Voilà, on voit que ça continue à fonctionner en fait. Pareil pour la gestion des forums, la gestion des extensions sur le repo, etc. Tout ça, ça tourne, même sans les salariés d'Automatic. Et je pense que le message n'aurait pas du tout été le même s'il y avait eu ne serait-ce qu'un décalage de la 6.8. Je pense que l'inquiétude aurait été beaucoup plus forte. Je pense que là, ça a aussi rassuré beaucoup, que ce soit de la communauté ou même extra-communauté, les professionnels, etc., que en fait, oui, il y a du drama, mais c'est comme tous les autres dramas qu'il y a déjà eu. Ça n'empêche pas le CMS de continuer d'évoluer, de continuer de sortir. Ça fait du bruit, mais ça reste solide, quoi. Exactement. On a eu, comme je disais tout à l'heure, quelques contributeurs qui se sont mis un peu en retrait. Tous les salariés d'Automatic qui bossent sur autre chose, et pourtant, 6.8 sort sans délai particulier, exactement dans la date. Enfin, je croise les doigts quand même, parce qu'il peut encore se passer des choses. Mais a priori, on va rester sur le planning initialement annoncé, donc il n'y a pas de souci majeur de ce côté-là. Et puis voilà, les WordCamps continuent d'avoir lieu, notamment le WordCamp Toulouse qui aura lieu le 23 mai 2025. Bravo aux organisateurs et organisatrices s'ils sont là. Bref, enfin voilà, la vie continue, comme on dit. Et puis, il faut pas oublier que des dramas, il y en a eu plein en fait dans l'histoire de WordPress. Il y a eu des dramas comme Thesis qui remontent un petit peu là pour le coup. On est aux alentours de 2010, qui avait c'était une grosse controverse à l'époque. Et puis plus récemment, on a eu Gutenberg. Que ça soit d'ailleurs sur Thesis ou sur la controverse liée à Gutenberg, le drama Gutenberg, il y a beaucoup de personnes qui à chaque fois disaient que WordPress était foutu, ne s'en relèverait jamais, que la communauté s'effrite, etc. À l'époque de Thesis, qui a été un gros drama qu'on a complètement oublié aujourd'hui, WordPress était à 10% de part de marché à l'époque. WordPress s'est pas forcément écroulé depuis, quoi. Au contraire, en fait, finalement. Pareil pour Gutenberg, c'était il y a pas si longtemps, mais il faut se rappeler en fait le drama que ça a fait dans la communauté. Tout le monde s'est affronté, s'est engueulé, c'était. Il y avait le fork, il y avait l'anti-Gut, utilise ta version de WordPress sans Gut, c'était très fort. Il y a eu le fork Classic Press. Classic Press, c'était ça que je cherchais, exactement, c'est ça. Qui existe toujours d'ailleurs, qui vivote. Et il faut savoir qu'avant Gutenberg, WordPress était en dessous des 30% de part de marché. Aujourd'hui, on en est à 43%. Donc, WordPress s'est pas du tout écroulé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous rappelez de la période de Gutenberg, il y a une partie de la communauté qui a préféré quitter le navire. On a eu un fork qui est sorti, Classic Press donc. Il y a eu un groupe de réflexion sur la gouvernance de WordPress qui a été créé, qui a été dissolu ensuite d'ailleurs quelques mois plus tard. Bref, ça rappelle un petit peu le contexte actuel. En fait, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc moi, je rejoins en fait Matt sur un point. Je cherche pas à le défendre spécialement d'ailleurs de mon côté. Par contre, j'essaye de comprendre un peu ce qu'il raconte. Et il y a un point où je le rejoins beaucoup, c'est qu'il y a de très très fortes chances qu'on parle peu, voire plus du tout du drama VPN Engine dans quelques mois, voire quelques années. Et tout à l'heure, je parlais de Thesis. Il y a vraiment, à mon avis, dans l'assistance, assez peu de personnes qui se rappellent de ce drama. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous irez sur Google ou votre moteur de recherche favori, mais c'est des choses qu'on a complètement oubliées dans la communauté. Gutenberg, aujourd'hui, alors fait toujours parler de lui, parce que c'est quand même un outil assez majeur dans la communauté, mais globalement, c'est plus trop un sujet, quoi. En tout cas, c'est plus un sujet. Je me permets, JB, de faire avancer parce que je vois le temps. Émilie parlait d'inquiétude tout à l'heure, si la version était sortie avec un peu de retard. Du coup, nous, comment on a géré ça à l'agence et c'était quoi la réaction des clients par rapport à ce drama? Est-ce qu'ils étaient au courant? Alors, sur l'impact, en fait, à l'agence, il y a eu deux choses. C'est déjà l'impact en interne, parce qu'on a des personnes, des collègues, salariés de l'agence, qui se sont posé des questions vis-à-vis de la gouvernance de WordPress, et d'ailleurs, un peu à l'image, finalement, de toute la communauté francophone et même internationale. C'est plutôt compréhensible que les gens se posent des questions. Mais notamment, par exemple, côté développeurs et développeuses, la question qui est revenue assez rapidement, c'est pourquoi WordPress a volé ACF? Alors voler entre guillemets, c'est quelque chose qui était un vrai sujet. Ou des questions sur le fait de contribuer. Est-ce qu'on continue d'avoir un objectif chez Whodunit de contribution alors que quand on voit comment le projet est gouverné, ça pose des questions, etc.
il faut faire attention, selon moi, et c'est un petit peu le discours qu'on a porté en fait en interne, c'est à pas assimiler ne pas assimiler la communication de maths à la gouvernance réelle du projet. On sait, et je l'ai montré, que WordPress 6.8 se déroule à peu près sans accroc, alors qu'il n'y a aucun apport d'automatique, ni de maths pour le coup, que la communauté continue de s'organiser autour de ses activités habituelles. Voilà, Matt a un poids important dans cet écosystème, mais il gère pas directement en fait l'activité de WordPress.org. La vie continue, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, moi de mon côté, j'ai mis en retrait, on va dire, je me suis un petit peu mis en retrait à l'automne de mes contributions. C'était pour voir un petit peu comment ça allait se passer. J'ai repris cet hiver et c'est quelque chose qui finalement, voilà, enfin ça s'est bien passé, etc. Juste pour donner une petite anecdote très rapide, je vois que le temps passe, mais je vais faire très rapide là-dessus. Ça a coïncidé un petit peu avec mon retour dans la contribution à l'hiver. Ça a coïncidé avec la proposition de Yoast, donc de forker en fait l'écosystème WordPress.org, mais surtout sa proposition de leader toutes les prochaines versions majeures du CMS. Voilà, il a dit, écoutez, Matt n'est plus la bonne personne pour le faire, je me propose moi. Ça a été un peu commenté car Matt en fait a cité mon tweet en réponse finalement publiquement derrière, ce qui d'ailleurs m'a pas forcément mis dans une situation très confortable, mais ça c'est un autre sujet. Moi en fait ma réponse c'était de dire à Yoast, ok c'est bien beau, mais en fait avant de leader une version majeure, normalement on commence par être assistant, donc deputy sur une version mineure, et puis ensuite on lead une version mineure. Et puis ensuite, on est assistant sur une version majeure, etc. Et c'est vrai qu'en fait, cet aspect-là, en fait, quand WordPress va mal ou que WordPress, en tout cas, a des problèmes de gouvernance, on a un certain nombre de personnes qui, généralement, sont des personnes voilà, qui sont à la tête de grosses entreprises, hein, la plupart du temps, qui se disent, OK, ben ça va mal, moi je vais gouverner, et puis ça ira mieux. C'est quelque chose dont je me méfie beaucoup personnellement. Pour moi, voilà, je tiens beaucoup à cet aspect méritocratique de WordPress et de l'open source en général. Alors maintenant, l'impact chez nos clients. C'est en fait finalement le plus important et sans doute ce pourquoi vous êtes venus. Donc je ne sais pas si on a le droit de s'autoriser de dépasser un petit peu la demi-heure, mais j'en viens à ce sujet-là. De notre côté déjà, on n'a pas eu d'impact commercial, pas vraiment d'impact commercial. C'est-à-dire vis-à-vis de, par exemple, de l'avant-vente, des marchés publics, des appels d'offres, des consultations, etc. Non. On nous demande pas plus finalement qu'avant de justifier le choix de WordPress par rapport à une autre technologie. On nous a toujours, enfin, on nous demande pas souvent ces justifications-là, mais ça a pas changé depuis finalement ce drama. On a eu par contre des questions clients, donc des personnes qui sont déjà chez nous en maintenance par exemple, mais les questions du coup étaient plutôt des questions très pragmatiques. Quels sont les risques par exemple vis-à-vis d'ACF? Par exemple, il y a des clients qui ont reçu un mail de la part de VP Engine pour leur dire de ne pas installer SCF, donc Secure Custom Field, le fork, mais d'installer ACF avec un lien, etc. C'est plutôt en fait des DSI généralement qui sont revenus vers nous pour dire mais ok, j'ai reçu ça, quels sont les risques, qu'est-ce qui se passe quoi finalement. Globalement, en fait, c'est un peu leur boulot en fait au DSI de s'inquiéter en fait des dépendances technologiques des projets qu'ils utilisent en fait, hein, finalement, enfin qu'ils mettent en place. Et on peut pas leur en vouloir. Hein, globalement, ce qu'ils veulent savoir eux, c'est comprendre comment ça peut les impacter et s'il y a un risque à anticiper. De ce côté-là, en fait, nous, on leur a tout simplement fait passer un message, en fait, hein, en gros, pour dire il y a un conflit qui est actuellement en cours, effectivement, entre VP Engine et Automatic. La situation évolue un peu tous les jours. Chaque partie, du coup, a lancé des campagnes de communication pour alerter ses usagers, etc. Il est beaucoup trop tôt pour prendre une décision sur le sujet. Donc, c'est ce qu'on a dit à l'automne, hein, finalement, par rapport à CF notamment. Mais dans tous les cas, votre site, il est impacté par aucun risque de sécurité informatique actuellement. Et à la limite, le discours vis-à-vis d'une DSI, il s'arrête là, en fait, hein, finalement. Il n'y a pas de risque. OK. Vous vous occupez de suivre ce qui se passe? OK, très bien. Ça me va. Nous, de notre côté, en fait, on s'est engagé à tenir nos clients informés. De notre côté d'ailleurs, par exemple, au final, on s'est pas cassé la tête. On a laissé en fait les clients qui étaient sur ACF Free, donc on avait assez peu de clients qui étaient sur la version gratuite d'ACF. Ils ont basculé du coup automatiquement sur SCF, donc le fork, quand il a été récupéré, hein, pour le coup par WordPress. Et puis ensuite, quand WP Engine a eu gain de cause sur le sujet en fait d'ACF vis-à-vis de l'injonction préliminaire au tribunal,
du coup, en fait, tous les clients qui étaient basculés sur SCF sont rebasculés sur ACF automatiquement via les mises à jour. Et donc, finalement, ça n'a rien changé pour eux. Ils n'ont pas vu, voilà, il n'y a pas eu d'opération de maintenance de notre côté. On a juste suivi finalement de près ce qui se passait pour s'assurer qu'il n'y ait aucun risque, qu'on faisait courir aucun risque à nos clients. Voilà. Moi, je voulais finir du coup par sauf s'il y a des questions, dans ce cas-là, n'hésite pas à les poser, Eddy. Mais je voulais finir par un petit rappel quand même de tout ça, c'est que et c'est sans vouloir en fait donner raison à Matt sur toute la ligne, car son conflit en fait avec VP Engine du coup va bien plus loin que juste un problème de contribution. Mais il y a un point en fait où je suis assez raccord finalement avec le point de départ, notamment pendant le WordCamp US 2024, c'est que les entreprises qui vivent de WordPress du coup ne contribuent globalement pas assez à WordPress.org. Quand on voit que sur une année du coup automatique représente 30% des contributions au cœur, pour moi c'est un vrai problème. Et ça devrait être beaucoup plus disséminé finalement dans l'écosystème. Je voulais finir par une invitation finalement à tout le monde à contribuer à ce CMS, sachant que écrire un tutoriel, tenir un blog, publier une vidéo par exemple, comme on fait ici, c'est pas des contributions. Les contributions, en fait, il faut être honnête, hein, ce type de choses, du coup, c'est plutôt en fait finalement un placement de services, de produits, de personnes pour sa réputation, etc. On le fait pas pour WordPress directement. Donc voilà, si vous écrivez des tutos, des formations ou tournez des vidéos, peut-être venez participer à l'équipe de documentation de WordPress. Elle vous accueillera les bras ouverts. Hein. Il y a une super équipe, notamment francophone. Si vous codez des extensions, peut-être que ça pourrait être pas mal de venir contribuer au cœur du CMS ou aux extensions Canonical qui sont détenues par WordPress.org. Il y a à ce jour, comme le montrait dit à l'écran, 23 équipes de contribution sur WordPress.org. Il y a vraiment de la place pour tout le monde et pour tous les profils. Pour terminer, du coup, si on prend en fait toutes les contributions au cœur réalisées par des Français et des Françaises en 2024, la France est à la 6e place derrière les USA, l'Inde, la Russie, la Suisse et l'Espagne. C'est pas mal, la 6e place. Sauf que si on enlève les contributions, et je dis pas ça pour me faire mousser, mais pour que vous compreniez finalement ce que ça représente. Donc là, on voit la place de la France à l'écran. Voilà, on est 6e contributeur sur l'année 2024, c'est très bien. Sauf que si on enlève les contributions de Whodunit, on se retrouve à la 20e position sur 55 pays en tout. Juste devant le Pérou, par exemple. Alors, j'ai rien contre le Pérou, mais pour le coup, voilà, sachant que WordPress représente quelque chose de très important et très déployé en France, c'est vraiment en fait quelque chose qui me chagrine beaucoup, moi, personnellement, que les acteurs français, et en particulier les agences, mais aussi les éditeurs d'extensions, notamment Premium, qui du coup vivent finalement de WordPress, contribuent si peu finalement. Et je trouve ça dangereux également pour l'écosystème, parce que moins on contribue finalement, moins on a de diversité de contributions et de personnes qui viennent d'entreprises très différentes, etc. Plus on a des risques en fait finalement de bus factor au cas où une entreprise se casse la gueule. Qu'est-ce qui se passe en fait finalement? Et voilà, moi je voulais finir là-dessus parce que pour moi en fait ce drama il montre aussi en fait la dépendance qu'on peut avoir, dépendance relative certes, mais dépendance réelle à automatique. C'est-à-dire que là, voilà, on sait qu'on doit fonctionner à l'économie parce qu'ils sont pas là, etc. Ça nous empêche pas de sortir la version 6.8, mais quand même, ça interroge clairement. Je pense que la difficulté, en tout cas moi, de mon côté, que j'ai eu au début dans la partie contribution pure, vraiment au CMS, c'est vraiment de pas connaître comment ça fonctionne. C'est-à-dire par quoi commencer. Ok, j'ai envie de contribuer, mais je contribue à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Déjà, je vais pas aller sur les sujets techniques parce que je suis pas dev. Donc, sur quel sujet je peux contribuer? Et tu arrives sur cette page, effectivement, c'est pas forcément intuitif de savoir comment te jeter à l'eau. Je trouve que les contributeurs dev, par contre, il y a vraiment ce côté accompagnement. Parce que vraiment, ce jour-là, tu as quelqu'un qui t'explique, tu as quelqu'un qui te prend par la main, entre guillemets, qui te montre comment ça fonctionne et tout. Donc déjà, je pense que le premier pas, ça serait déjà que quand on a en France des WordCamp et que l'équipe organisatrice fait tout ce travail d'organiser un contributeur dev, qu'il y a déjà plus de monde qui viennent et qui se sentent en confiance de venir contribuer. Parce que si déjà ces jours-là, il y avait un premier effort, un premier pas de fait, ça faciliterait aussi la contribution à côté. On avait aussi discuté d'organiser des journées de contribution à part les WordCamp. Mais est-ce que les gens seraient motivés à venir en ligne, voilà, on pourrait imaginer plein de trucs. Mais est-ce que les gens seraient motivés? Donc, est-ce que ce qui bloque la majorité des personnes, et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir des retours un peu des participants, c'est ce qui vous bloque aujourd'hui pour contribuer, c'est la méconnaissance, c'est le temps,
parce qu'on peut trouver des solutions. Ouais, et d'ailleurs, juste pour continuer, je vois qu'il y a pas mal de messages qui défilent. Pour continuer sur la contribution, pendant le Covid et donc surtout les confinements, on a avec plusieurs personnes mis en place du coup des journées, alors pas des journées de contribution, mais des après-midi. Typiquement, j'avais pris 2 heures par exemple pour montrer comment faire sa première contribution cœur, avec notamment Jason qui faisait pas partie de l'agence à l'époque, qui a tout simplement qui a fait sa première contribution en live directement. C'est des choses qu'on peut organiser, réorganiser en tout cas. Là pour le coup, ce dont je parle, les vidéos se trouvent d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, il me semble. Donc c'est des choses qu'on peut retrouver. Et puis par rapport au contributeur day, donc c'est juste pour dire que le prochain WordCamp Toulouse, du coup la veille du WordCamp, il y aura un contributeur day qui est en cours d'organisation. Et effectivement, comme le disent plusieurs personnes, notamment au niveau de l'équipe de contribution, on a déjà fait des journées, plusieurs fois même, des journées de la traduction de WordPress, où on se retrouve tous sur un Zoom, enfin une visioconférence, et pour tout simplement contribuer ensemble, etc. Et à chaque fois, on a des personnes qui sont totalement nouvelles dans la contribution, on les prend par la main, on leur montre comment ça marche, etc. Enfin voilà, il y a des occasions comme ça, et effectivement, plus il y en a, mieux c'est. Ce qui serait bien, ça serait que des acteurs, par exemple, moi je sais pas, des éditeurs d'extension francophones, français, puissent organiser ce type d'événement peut-être un jour, ou alors des grosses communautés. Bon, je vais pas citer les gens parce que ça serait un peu les mettre, les mettre un peu sous le couteau sous la gorge. Mais voilà, il y a des gens qui ont il y a des entreprises ou des personnes qui ont des blogs avec des grosses communautés, etc. Enfin, ils pourraient organiser ce genre de journée. Et je suis sûr qu'en plus, eux en tireraient des bénéfices, tout simplement, de notoriété, etc. également, ça serait le bienvenu. Donc voilà. Donc petit message pour Alexandre Bortolotti, par exemple. Voilà, ce que je voulais pas faire. Voilà, coucou Alex. Non, on peut se permettre, on est une petite communauté. Et en plus, il y a vraiment, la contribution de traduction, c'est la plus facile à mon sens parce que c'est vraiment de la traduction. Enfin, faut avoir bien sûr des notions en anglais, mais comme tu dis, il y a une vidéo, c'est sympa. Coucou à Jenny que je vois sur les commentaires. Voilà, c'est hyper bienveillant. On est vraiment là pour s'aider. Et après, il y a la contribution aux versions. Donc là, il faudrait voir aussi est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser quand il y a une nouvelle version qui arrive. À voir ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais, du coup, j'en profite pour, vu qu'on continue là-dessus, par rapport aux nouvelles versions de WordPress, il faut savoir qu'à partir de mardi, là, il y a la première version bêta qui sort, et donc on a un cycle de version bêta qui va durer un mois et demi. Donc ça sera, alors on a de la chance parce qu'on est plusieurs Européens dans cette petite équipe resserrée de WordPress 6.8 et du coup on a décidé que les release parties du coup n'auraient pas lieu à 22h ou 23h comme d'habitude, c'est-à-dire des horaires qui sont pratiques pour les Américains, mais plutôt à 16h. Et donc mardi prochain à 16h, on aura la première version bêta en fait qui va sortir. N'hésitez pas à rejoindre le Slack Make WordPress et aller dans le channel Core. Vous pouvez du coup, alors pour le coup c'est l'autre Slack, pas celui qui s'affiche là, mais c'est pas grave, vous trouverez sur le Slack FR du coup. Petit décalage. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre en fait le Slack Make et donc le canal Core où vous pouvez participer en fait à ce qu'on appelle les release parties. Là pour le coup, si vous allez sur fr.wordpress.org et vous allez dans la rubrique actualité, j'ai publié il y a quelques mois plutôt, un petit article qui explique comment se déroule une release party et comment y participer, parce que vous pouvez contribuer finalement à la sortie d'une version de WordPress, même sans contribuer au code, juste en testant le petit zip, le package, donc la nouvelle version de WordPress, testant chez vous que ça s'affiche bien, que ça, que le site fonctionne, etc. Et c'est considéré comme une contribution et vous serez crédité dans les contributeurs de la version si vous participez. Chez Whodunit, on va essayer d'arriver en nombre, si possible, mais voilà, sachez que c'est ouvert à tout le monde et que ça, pour le coup, c'est vraiment un moyen très facile de contribuer, surtout très rigolo, parce qu'on voit en live finalement comment ça sort en fait finalement une version de WordPress, comment les gens s'organisent, etc. Et voilà, allez voir le petit article sur fr.wordpress.org/actualité, /news. Tout est décrit et c'est vraiment très facile en fait de rejoindre les release parties. Et petit intermède business, parce que au-delà du fait que contribuer fait en sorte que le CMS reste là, et c'est important, vu qu'on utilise WordPress, de faire en sorte qu'il reste là. Dites-vous qu'il y a aussi un impact business par rapport au fait que vous êtes contributeur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez valoriser auprès de vos clients, vous pouvez valoriser ça auprès d'autres entreprises. Il y a une sorte de
davantage aussi concurrentiel à faire de la contribution. Parce qu'en plus, vous savez en avance ce qui va se passer, donc vous pouvez prendre de l'avance sur d'autres confrères. Enfin, vraiment, il y a tout un impact aussi business, au-delà du côté très bénéfique, très important de donner de son temps pour un CMS qui nous apporte. Il y a aussi, dites-vous, un véritable impact business. Donc aujourd'hui, une grande partie, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, nous, on se plaint pas de notre situation, c'est parce qu'on est connu, parce qu'on fait de la contribution. Donc il y a un vrai retour aussi positif par rapport à votre business, faut pas le négliger. Voilà. Si ça peut aussi vous motiver, voilà, peut-être. Ah non, mais c'est après il faut dire ce qui est, hein. C'est un vrai argument, ça fait partie des arguments, hein, bien sûr. Moi, je dirais pour ma part, pour ma conclusion, que au niveau contribution, donc allez sur le Slack, vous pouvez aussi répondre à des questions à des gens, c'est aussi une contribution à la communauté. Et comme tu citais tout à l'heure Jason, pour rappeler que c'est l'association VPFR qui organise ces journées de contribution avant les WordCamp, mais qu'effectivement, rien n'empêche d'en faire d'autres en dehors de ces WordCamp et participer au meet-up et faire ça pendant des meet-up. Ça peut être des fois des bonnes idées. On manque parfois de sujets sur les meet-up. Une petite journée de contribution, c'est une petite heure de contribution. Voilà. C'est mettre la main dedans et contribuer à son niveau. Donc pour le prochain WordCamp Toulouse, on espère qu'il y aura du monde à cette journée de contribution. Et voilà. Voilà, nous on sera pas là malheureusement parce qu'on sera en pleine retreat de l'agence. On est tellement triste. On est très triste, mais on est pile le mauvais jour. Ouais, c'est malheureusement. Mais on a été le prochain du coup, mais on a été très contents. Ouais. Et puis bonjour à Cyril d'ailleurs qui fait partie de l'équipe d'organisation. Je vois qu'il est dans les commentateurs. Bon, merci beaucoup JB de nous avoir expliqué un peu les coulisses, les impacts de ce WP drama. Et est-ce que c'est un nom déposé, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci pour toutes ces explications. Merci à nos participants d'avoir posé ces questions, d'avoir interagi. C'était toujours un vrai plaisir de vous avoir. Merci Eddy, c'est toujours un plaisir d'animer ce live avec toi chaque vendredi. Là, moi, j'ai eu les popcorn, ça se voyait pas, mais j'étais au spectacle. C'était parfait, c'était limpide, très clair. Merci, et la semaine prochaine, on parle, si je dis pas de bêtises, de modèle de page, template, FSE. Voilà, donc on va complètement changer de sujet, mais ça sera tout aussi intéressant. Tout à fait. Top. Et merci à tous et bon appétit. Merci à tout le monde. Ciao.